Allez. Alors, la question c'est lutter ou accepter. C'est la question de ce soir. Et c'est une question qu'on se pose en vérité dans tous les combats de la vie, tous les combats qu'on mène au quotidien. Un boulot qui se passe pas comme on voudrait, alors on essaye d'arranger les choses, mais jusqu'à où pousser le bouchon? À un moment, il faut dire bon, bah, j'ai qu'à quitter et puis c'est tout. Dans une colocation, ça se passe pas bien. Quand est-ce qu'on décide finalement de changer d'appartement? Et évidemment, dans son couple, la question elle se pose jusqu'à où on doit se battre. Et vous remarquerez que toujours dans les cours de Torah, vous avez deux sons de cloche. Vous avez le Akol et Tova, tout ce que Hachem lui fait, c'est pour le bien, il faut accepter ce qui nous arrive. Fin du cours. Autre fin de cours possible, c'est Hachem il peut tout, Hachem Gadol, demande-lui qu'il change ta situation, il peut tout. Comment ça, t'as pas de Mouna? Allez, vas-y, va-toi, la tefila, fais tout ce que tu peux et Hachem t'aidera. Alors en vérité, c'est la grande question, c'est jusqu'à où on doit se battre et quand est-ce qu'on doit décider finalement de jeter l'éponge. Et celles qui vont nous apporter la réponse à cette question, eh bien ce sont les deux sœurs, les deux grandes stars que j'ai nommées donc Rachel et Léa. Puisqu'en fait ces deux femmes vont avoir deux réactions très très différentes face à l'épreuve. Alors comment commence notre paracha? Paracha de Vayetse. Eh bien Yaakov, donc qui a reçu la bracha la semaine dernière, vous vous souvenez, eh bien doit s'enfuir parce que Esav est en furie, qui lui a piqué sa bracha. Et donc Rivka, sa maman, lui dit Yaakov mon fils, pars à Haran. Là-bas, eh bien, au moins tu trouveras refuge face à ton frère qui veut te tuer. Et puis, tu pourras faire d'une pierre deux coups, puisque là-bas, mon frère habite et il a deux filles. Et peut-être que tu trouveras ta Kala. Et donc, c'est ce que Yaakov va faire. Entre parenthèses, Yaakov ne reverra plus jamais sa mère, puisqu'en fait, elle va jamais venir le chercher, puisque Esav ne se calmera jamais. Et donc, il va arriver à Haran. Et il va rencontrer Rachel tout près du puits. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir comme une espèce de compréhension mutuelle où ils vont se reconnaître et ils vont vouloir donc se marier. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Lavan, le père de Yaakov, lui dit écoute, il n'y a pas de problème, mais pour ma fille, il va falloir bosser. Il va falloir bosser 7 ans chez moi pour pouvoir mériter de l'épouser. Et c'est ce qui va se passer. Yaakov va travailler pendant 7 ans, à l'issue de laquelle, eh bien, la roupa est prête. Il va pouvoir se marier avec Rachel. Sauf que vous savez bien que sous la roupa, il y a eu une sorte de subterfuge, qu'on va expliquer un peu plus tard, que finalement ce n'est pas Rachel qu'il va épouser, mais ça va être Léa. Et finalement, il va quand même épouser Rachel dans la foulée. Et finalement, il va être marié avec deux sœurs, qui sont Rachel et Léa. Alors, c'est vrai que quand on a un regard un peu superficiel sur les choses, on peut avoir l'impression que c'est bizarroïde. C'est quoi ce couple, deux sœurs? On est un petit peu mal à l'aise. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est dans l'édification du peuple juif. Et donc, quand on étudie cette paracha, il faut mettre un peu le côté sentimental de côté pour se concentrer sur ce que ça signifie pour nous. Et d'ailleurs, sachez une chose, c'est qu'un jour, eh bien, il y a des femmes qui vont vouloir bénir Ruth, qui vont vouloir bénir Ruth, une autre femme de la Bible. Et comment elles vont la bénir? Elles vont dire que l'Éternel rende l'épouse qui va rentrer dans ta maison, donc en parlant de Ruth, semblable à Rachel et Léa, qui ont à elles deux édifié la maison d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, il fallait que la construction du Ham Israël passe forcément par ces deux femmes. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu comment ça se passe entre les lignes. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que Parashat Vayetse, elle est ce qu'on appelle Stouma. C'est quoi Stouma? C'est quand en fait, dans le Sefer Torah, si on ouvre le Sefer Torah à la synagogue le Shabbat, eh bien, c'est pas divisé en parachas comme nous quand on ouvre le Chumash à la maison. En vérité, ce sont des versets qui se font suite les uns à la suite des autres. Et puis, au milieu de certains versets, il y a une pause. Et donc, on sait qu'on passe à autre chose. Sauf que là, le passage à Parashat Vayetse, il se fait immédiatement, sans aucun saut de ligne. Comme pour te dire,
faut pas que tu t'arrêtes là. Regarde, là, il va y avoir un enchaînement de choses. Il y a Yaakov, il va se marier, on va le rouler, il va se faire arnaquer, Rachel va être stérile, elle va mourir en couche. Il va se passer des choses terriblissimes. Mais tu sais quoi? Prends ta respiration, c'est comme quand tu es dans l'eau et tu t'es en apnée. La parachute Vayetse, tu es en apnée. Comme pour te dire qu'il y a des moments dans la vie où tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre à la réalité, que de te soumettre à cette situation. Et donc à ce moment-là, reste en apnée. Et puis il y a des moments de pause. Moments de pause où tu te dis, attends, ça va pas là. Faut que je me pose des questions. Attends, où est-ce que je vais? Attends, je sens que c'est pas dans la bonne direction. Il est exactement comme un nageur qui est sous l'eau. Il y a des moments où il est sous l'eau, il sait même pas où il va. Et il avance, il est en apnée. À un moment, il sort et il dit, attends, est-ce que je vais dans la bonne direction? Ah, peut-être qu'il faut changer. D'accord? Et donc, en vérité, même le Sefer Torah, dans sa calligraphie, même le Sefer Torah, il vient et te dit, il y a des moments dans la vie pour te poser des questions, voir comment tu peux transformer une situation. Il y a des moments dans la vie où tu n'as pas d'autre choix que de baisser la tête et que d'avancer. D'accord? Alors, sachez une chose, à chaque fois que l'on étudie à propos de nos patriarches ou de nos matriarches, de nos avot ou de nos imaot, gardez toujours un principe en tête. Quel est ce principe? Maaseh avot siman labanim. C'est quoi Maaseh avot siman labanim? Les actions de nos pères sont un signe pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, leur vécu va préfigurer à notre histoire. Notre histoire au niveau collectif et notre histoire au niveau individuel. Ça veut dire que dans leur histoire, on va toujours retrouver un peu de la nôtre. Mais aussi, c'est quoi Maaseh avot siman labanim? C'est quelque chose de fondamental. C'est qu'en fait, lorsque nos avot et nos imaot, nos patriarches et nos matriarches ont dû faire affronter les challenges dans la vie, eh bien, ils ont développé des forces qui ne sont pas restées juste à leur niveau, mais qui nous ont transmis les dorotes pour toutes les générations. Ça veut dire que toutes les forces que eux ils ont développées, on les trouve également à l'intérieur de nous, dans notre ADN spirituel. Et donc, Dieu sait combien nos avot et nos imaot ont été confrontés à des épreuves. En vérité, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est d'autant plus de force qu'ils nous ont légué en cadeau. D'accord? Alors venez, on va essayer de rentrer un petit peu dans le personnage de Léa et dans le personnage de Rachel. D'abord, regardez comment la Torah nous présente les choses. Comment on nous présente ces deux sœurs? Eh bien, on les présente de façon un peu gênante. Pourquoi? Parce qu'on les met dans le même verset. Et on dit quoi? On dit Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa sont mous, sont rakot souples, mais aussi ça veut dire abîmés. Le Midrash dit qu'elle a les yeux vraiment abîmés. Ve'Rachel aïta yafat toar ve'tovat mare. Et sa sœur, tu veux savoir? Magnifique, un canon, de toute beauté. Et c'est très gênant. C'est très gênant parce que d'abord, on a l'impression d'avoir affaire à une description hyper superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce que la Torah a à nous dire à propos de Léa, qu'elle a les yeux abîmés. Et puis c'est quoi cette mise en perspective? C'est quoi cette comparaison? On dirait que la Torah veut de façon volontaire nous les comparer. Alors en vérité, il faut comprendre que la dissymétrie entre elles, que la Torah veut nous faire ressortir, évidemment que ce n'est pas une dissymétrie au niveau physique. D'abord, comment je sais que ce n'est pas au niveau physique? Parce que Rachel et Léa étaient des jumelles, des vraies jumelles, à l'identique. Donc si Rachel était magnifique, la brioute, tant mieux. Mais ça veut dire que Léa aussi était de toute beauté. Mais quand on nous parle de leur différence, des yeux, en vérité, on nous parle de la différence de leur regard. Elles n'avaient pas le même regard sur la vie. C'est ça en fait ce que la Torah elle veut nous dire. C'est ça la différence au niveau des yeux. C'est une différence de façon de percevoir les choses. Et le Zohar, la Kabbale, va un peu plus loin, va nous expliciter un peu tout ça.
Et il nous dit que si Léa a les yeux tristes, c'est écrit que Rachel, elle n'a pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. Qu'est-ce que le Zohar veut nous dire? C'est quoi cette explication que Rachel n'a pas Dieu? Alors on va expliquer en fait c'est quoi la différence de Rachel et de Léa face au combat de la vie. C'est qu'en fait Léa, elle représente la battante, celle qui combat sans cesse. On va expliquer que depuis qu'elle est née, depuis qu'elle est petite, elle a été conditionnée par ça, elle a été formatée par ça. C'est une battante. Elle voit une situation qui ne lui plaît pas, elle va tout faire, mettre tous les moyens en œuvre pour arriver à changer la situation. Et Rachel, en hébreu on dit la she'ifa, elle représente l'ambition, les aspirations. Rachel, elle représente quoi? Elle représente la achna. C'est quoi la achna? C'est le renoncement. Quand on est à la guerre et qu'on dit ça y est, t'as gagné, je rends les armes, ani nichna. Je renonce. Elle, Rachel, elle symbolise la capacité de se soumettre à la réalité. Alors venez, on va regarder un petit peu comment ça marche. D'abord, Léa, c'est quoi son histoire? Bien, Léa, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, comme je vous ai dit, on faisait un petit peu des mariages arrangés. Rivka savait que son frère habitait à Haran, elle avait elle-même des jumeaux, Yaakov et Esav, et ça tombait bien puisque Lavan lui aussi avait 2 jumelles, Rachel et Léa. Alors il y avait comme un arrangement dans la famille qui était que Rachel était destinée à Yaakov, super, mais que Léa était destinée à Esav. Et donc il faut l'imaginer, Léa, petite fille ou jeune fille, d'accord, papa, c'est qui mon khatan? Ton khatan? Et c'est Esav. C'est qui Esav? Elle n'a pas Facebook, elle n'a pas WhatsApp, elle n'a pas Instagram, elle ne sait pas du tout à quoi il ressemble ce Esav. Donc elle va nous dire Rashi al Parashat Drachim. Parashat Drachim, si vous voulez, c'est la croisée des chemins. Comme on dirait à l'époque, Chantal, on allait au chouk pour ça parler un petit peu aux gens, aux voisines, avoir des renseignements sur une personne. Alors elle allait dans cet endroit où il y avait beaucoup de passages et elle demandait c'est qui mon futur khatan? Esav, un brigand, un tordu, un fourbe, un violeur, un voleur. Et Léa se dit, ça, c'est mon khatan? No way. Léa, pourquoi elle a les yeux abîmés, nous dit Rachid? Parce que depuis qu'elle est petite, elle dit à Hachem, non Hachem, je t'en prie, pas Esav, non pas Esav, non pas Esav, non pas Esav. Elle les montre cette capacité à ne pas accepter la situation. Une, elle aurait pu se dire, oh, bah écoute, c'est destiné, c'est destiné. Et Léa, elle te dit, mais même pas en rêve. Mais même pas en rêve, tu rends pas les armes. C'est maintenant que tu dois mener ton combat. Et le combat de Léa va commencer par la tfila. Et regardez ce chidouche que j'ai eu à Shabbat. Je me suis dit, c'est incroyable. Léa, Lamed, Aleph, Hé. Qu'est-ce que c'est? Lo, Hachem. Hachem, non. Hachem, j'accepte pas cette situation. Hachem, je suis pas d'accord. C'est celle qui est capable à la fois de refuser ce qui est en train de se passer et de vouloir provoquer le changement et à la fois d'associer Akadosh Baruch Hu au changement. Et donc toute sa vie c'est ça, Léa. Elle va rien lâcher. Elle va rien lâcher toute sa vie. Depuis petite déjà, elle va se battre. C'est une battante. Et elle va inventer une fila qui est très importante. Très importante. C'est celle sur laquelle tout le Ham Israël y repose. C'est quoi cette fila? C'est ce qu'on appelle la tfila proactive. La tfila proactive, c'est qu'en fait, toi tu vas absolument devancer Chas v'Shalom les mauvaises nouvelles ou les mauvaises décrets. Alors, tu vas mettre ta main sur la mezouza et tu vas dire, je t'en prie Hachem, fais qu'aujourd'hui tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de mauvaises choses, qu'il n'y ait pas de trucs. Pourquoi les grand-mères, entre le moment où elle a terminé de couper ses tomates et le moment où elle va mettre le poulet dans le four, tu l'entends dire Yarabi, vous faites ça, Chantal? Je dis pas Rabbi, mais bon. Oui, je vous aime des bonnes pensées. Des bonnes pensées. Mais je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit. Je veux pas.
Et donc, elle nous crée, Léa, c'est exceptionnel, Léa, ce qu'elle fait. Elle crée un capital Elle crée un capital de tfila avant qu'il y ait une ruine. Exactement comme quand tu dis, je vais mettre de l'argent de côté. Bah, Léa, tu vas dire, mais vas-y, mets des tfilotes de côté. Vas-y, fais-toi un capital de tfilotes. De tout ce que tu peux, c'est de l'argent, en fait, qui se capitalise. Et ça porte ses fruits. Et qu'est-ce que tu sais? Toi, tu pries peut-être pour quelque chose, et peut-être que ça va sauver quelqu'un d'autre. T'en sais rien. Et je vous livre ma prière personnelle, celle que j'essaie de lire tous les matins. Depuis que je me suis sensibilisée à la tefila de Léa, c'est tous les matins, j'essaie de dire que parmi mes enfants, mes descendants, tous mes proches et tout le Ham Israël, il n'y ait ni veuve, ni orphelin, ni malade, ni accidenté, ni handicapé, ni vieux garçon, ni vieille fille, ni personne stérile, ni personne qui meurt dans la fleur de l'âge. C'est une tefila que je dis tous les matins. Et je me dis, ça se trouve, ça va sauver quelqu'un. Ça se trouve, ça va sauver un juif qui est à l'autre bout de la planète. C'est un capital qu'on se crée. Et dit le Rabbi Sharon qu'en vérité, les tefilot de Léa, qu'elle a dit, pas Esav, non seulement, bien sûr, elles vont porter leurs fruits, parce que la femme va se marier avec Yaakov, mais en plus de ça, elles nous protègent encore même jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la façon dont Léa, elle considère les choses. Elle te dit, non, tu lâches rien. Tu lâches rien. D'accord? Et c'est comme ça que finalement, par un miracle incroyable, alors que c'était normalement la choupa de sa sœur, donc la choupa entre Rachel et son frère Yaakov, eh bien, il va y avoir un retournement de situation qu'on va expliquer un peu plus tard, où finalement, mais par un miracle incroyable, il faut s'imaginer, 1 heure avant, elle n'était pas au courant qu'elle allait se marier. 1 heure avant. Et là, tout d'un coup, au bout d'1 heure, Ariad Mekudeshet li betabato kedat Moshe Israël. Vous savez que Lili vient de Léa. Léa. C'est ce que nous dit le Midrash. C'est elle qui a inventé les yo-yo. Alors, Léa, tu vas bien? Tu vas bien, Léa? Attends, parce qu'il faut s'imaginer. C'est-à-dire que là, elle est à l'apogée de sa vie. Ça veut dire qu'elle a eu quelque chose qu'elle aurait même pas espéré. Et ça lui est tombé dessus de façon miraculeuse. Léa, tu vas bien? Eh ben, elle va pas super bien, Léa. Pourquoi? Parce que nous dit le texte, Vayara Hashem ki senoua Léa. Un petit coup de poignard. Vayara Hashem ki senoua Léa. Hashem a vu que Léa était dédaignée par son mari Yaakov. En fait, Yaakov, il n'était pas préparé à cette union. Et donc, il n'était pas engagé émotionnellement avec elle. Et ça, pour elle, c'est insupportable. Ça veut dire, évidemment que Yaakov ne détestait pas Léa. Ça, c'est une évidence. C'est impossible. Et pour des raisons éthiques et pour des raisons halachiques, impossible que Yaakov ait détesté Léa. Mais quoi? C'est comme si la Torah, avec une sensibilité incroyable, te disait, je vais te dire c'est quoi le sentiment de Léa. Je vais te dire comment elle se lève le matin. Je vais te dire comment elle ressent dans son couple. Elle ne se sent pas à sa place. Elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas valorisée à sa hauteur. C'est comme ça qu'elle se lève le matin, Léa. Et ça, tu ne pourras jamais lui enlever. C'est pour ça que c'est écrit Vayara Hashem ki senoua Léa. Il ne détestait pas Yaakov. Mais il a vu Hashem que le cœur de Léa, il était brisé. Et c'est exactement comme tu dirais un enfant qui a l'impression que sa mère l'aime moins. Non, Chazvesham, c'est pas que sa mère l'aime moins. Bien sûr qu'il y a autant de place dans le cœur d'une mère que l'océan. Mais cet enfant, il s'avère que il est né dans des conditions où elle était un peu fatiguée, que cet enfant, par exemple, vous savez, ça peut arriver qu'un enfant arrive un peu par surprise, qu'il n'était pas prévu au programme. Alors parfois, elle a du mal à sa naissance. Et en fait, l'enfant, il le ressent. Alors il va pas forcément le dire, il va peut-être faire des crises de nerfs, peut-être qu'il va faire des crises qui vont lui demander, qui va en fait vouloir de l'attention. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? Je veux, maman, que tu me montres que tu m'aimes. Parce qu'en fait, bien sûr qu'elle l'aime, sa maman. Mais
les démonstrations d'affection étant manquantes, et ben voilà c'est quoi son sentiment. Et ça c'est indéniable. Autre exemple, ça peut être un enfant aîné qui a l'impression que sa mère n'est jamais satisfaite de lui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait elle lui délègue plein de choses et pour elle c'est tellement son bras droit que du coup elle pense même pas à l'encourager. Et lui il a l'impression, non mais maman elle est jamais contente de ce que je fais. Bien sûr qu'elle est super contente, en vérité elle est encore plus contente que tout le monde, elle est impressionnée par ce que tu fais. Mais comme elle n'a pas le temps de te le dire, et ben c'est ça ce que tu ressens. Et donc c'est ça ce qu'on nous dit, regarde, Léa c'est comme ça qu'elle va commencer son couple, avec ce cœur brisé, avec cette perception qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas valorisée et qu'elle n'est pas aimée comme elle voudrait. Et Léa, petit à petit, on va le voir dans les psukim, dans les versets, elle va transformer avec son... Alors on a expliqué que sa première arme c'était la tfila, mais là en fait elle va passer par une arme qui est en fait ce qu'on appelle la ishtadut, qui est ce qu'on appelle tout simplement le passage à l'action. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien tout d'abord elle va enfanter, elle va avoir un enfant qui s'appelle comment? Alors imaginez-vous qu'elle a un enfant, elle a un garçon, Mazal Tov c'est la bride, on lui refait des youyou, on arrive toutes à la bride de Léa. Il lui dit Mazal Tov, comme il est mignon ton fils. Comment il s'appelle? Eh bien il s'appelle Réhouven, parce que Hachem Ra'a, parce que Hachem a vu mon humiliation. Gros blanc. Bon, venez on passe à autre chose. Tu veux un toast Léa? Tu veux un petit verre de champagne? Ça veut dire que Léa c'est une combattante, mais ça c'est très important. Elle n'est pas dans le déni. Elle est capable de constater. C'est pas très très joli ce qu'il y a dans le couple. C'est pas... Cette situation, elle ne me satisfait pas. Et elle est capable de le reconnaître, elle est capable de le dire. Et elle va continuer. Shimon. Et là tu retournes à la bride. Du Mazal Tov. Shimon, oui, parce que Hachem Shama, il a entendu qui c'est moi, Annie, que j'étais dédaignée. Léa. Alors, reprends un verre de champagne. Ça veut dire qu'en fait, quand elle nomme ses fils, en fait, elle fait l'état des lieux. Et après, il va y avoir un glissement. Après, elle va se dire, regarde, les données de base, elles sont pas bonnes, je le reconnais. Mais je vais prendre ma vie en main. Léa, on va expliquer après. Léa, elle incarne un des versets du Eshet Raïl. Vous savez que le Eshet Raïl, ce fameux poème qu'on lit le vendredi soir et qui décrit la grandeur de la femme juive, eh bien, ce poème, il peut se lire d'une infinité de façons, mais une des manières de le lire, c'est que derrière chaque verset se cache une femme du Tanakh, une femme de la Bible. Alors Léa, où est-ce que tu te caches? Léa, elle se cache dans un verset qui est quoi? Darsha semer ou fishtin vetaas bechafetz kapera. Léa, c'est celle qui est Doresh. C'est quoi Doresh? Elle va, alors ça veut dire, elle va chercher le lin et la laine et elle va tisser avec diligence, avec zèle. D'accord? De quoi on nous parle? Léa, on nous parle en vérité encore une fois de son côté proactif. C'est quoi Doresh? Drushim. Vous voyez, c'est quoi Drushim dans les restaurants? On recherche. Mais quand on dit Drushim, c'est on recherche activement. On va envoyer des mails, on va envoyer des messages, on va appeler des gens. Je recherche Annie Doreshet. Ça fait référence à quoi? Alors on va expliquer c'est quoi ce passouk parce qu'il est juste fondamental. Ça fait référence à un passage du Talmud dans le traité Yevamot où on nous explique c'est quoi le partenariat entre un homme et sa femme. C'est quoi le rôle de l'homme, c'est quoi le rôle de la femme? C'est quoi le rôle de l'homme et c'est quoi le rôle de la femme? Alors évidemment que quand c'est de la Gemara, c'est plus profond que ce qu'on va dire, mais en vérité comment ça a été de tout temps, jusqu'à à peu près il y a un siècle on va dire. Eh bien, c'est Rabbi Yossi qui rencontre Eliyahu Navi qui lui dit alors c'est quoi le rôle de la femme, c'est quoi le rôle de l'homme? Et il lui répond comme ça, il lui dit alors le rôle de l'homme c'est de ramener les matières premières, par exemple le lin, la laine ou le coton. Et la femme, elle va devoir créer, fabriquer, transformer à partir de ces matières premières. Et continue la Gemara, il dit, mais si lui, il n'a pas fait sa part du boulot, c'est-à-dire qu'il n'a pas ramené la marchandise, il n'est pas obligé de faire
sa part du boulot. C'est pas elle de faire ce qu'il est censé faire à sa place. D'accord? Elle peut rester les bras croisés en disant il a pas fait, tant pis. Ah, mais là, Raïl et Léa, non. Bah, c'est pas grave. T'as pas fait, t'as pas été chercher le lin et la laine, c'est pas grave, je vais aller à ta place. Darchat, c'est mère au fichtin. Tu sais quoi? T'as pas fait ta part du boulot? Bah, je vais la faire à ta place. Ça veut dire qu'en fait, Léa, elle nous invite à quelque chose de très, très fondamental. C'est de ne pas déplorer que les autres ils font mal les choses. Ou alors qu'ils n'ont pas fait. Ou alors que c'est leur faute. Non, reste focus sur tes objectifs. Toi, tu vas atteindre ton objectif. Oui, c'est ça. Bah, même si lui, il n'a pas fait, pourquoi tu ne ferais pas à sa place? Je vous donne un exemple un peu rigolo, un peu gros sabot, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 2-3 jours. Je trouvais ça trop marrant. Il y a une voisine qui sonne chez moi et qui me dit oh là là, il y a quelqu'un qui a sali l'ascenseur. Est-ce que tu veux pas envoyer un message WhatsApp sur le groupe des voisins pour dire que celui qui a attaché, il vienne? Et en le temps qu'elle me dise tout ça, moi j'ai eu le temps d'aller chercher la serpillère, dire qu'est-ce que tu es en train de raconter? J'ai ouvert l'ascenseur, j'ai nettoyé l'ascenseur et j'ai fini, j'ai claqué la porte. Pas de ma voisine, mais de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux dire que les gens font mal leur travail? Mais non! Toi, tu veux un ascenseur propre, tu veux ton objectif. Ton objectif, c'est quoi, Léa? Tu veux construire ton couple. Alors oui, il n'est pas investi émotionnellement, mais vas-y. Regarde ce que toi, tu peux faire. Regarde toi comment tu peux prendre les choses en main. Regarde toi comment tu peux prendre les rênes de ton couple. Regarde comment toi, tu peux transformer ce relationnel qui a pourtant si mal commencé. Et donc, c'est vraiment ce qu'elle va faire, Léa. Léa, elle va continuer dans les naissances. Et elle va donner naissance à Lévi. Et alors Lévi, c'est juste trop mignon. Trop mignon la façon dont on nous décrit la naissance de Lévi. Elle dit comme ça, j'ai pas le passouk, mais en gros elle dit maintenant mon mari va être attaché à moi. Pourquoi elle dit mon mari va être attaché à moi? Parce que Lévi, ça vient du mot mélavé. Mélavé, c'est qu'en fait, Yaakov, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de poussette. D'accord? Elle avait déjà Réhouven, elle avait déjà Shimon. D'accord? Donc elle avait déjà les 2 bras pris. Comment veux-tu qu'elle aille à la Tipatralaf? Comment veux-tu qu'elle aille faire ses démarches administratives? Comment veux-tu qu'elle aille lui faire son vaccin? Comment veux-tu qu'elle l'amène au GAN? Et bien maintenant qu'il y en a un 3e, il n'y a pas le choix. Il va falloir que Yaakov l'accompagne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Léa? Je me suis arrangée pour passer du temps de qualité avec mon mari. J'ai provoqué ce temps-là. Et donc, elle va réussir vraiment à partir de Lévi. Donc, c'est magnifique d'ailleurs parce que en fait, c'est écrit que Hachem et elle l'ont nommé Lévi en même temps. Parce que, en fait, Lévi vient symboliser l'attachement. Alors, la suite, c'est qui? Un 4e bébé. Il s'agit de qui? Il s'agit de Yehuda. Et Yehuda, elle va dire Apa'am Odé et Hachem. Alors, vous savez, les filles, vous savez que moi, jusqu'à maintenant, j'étais dans la tefila proactive. Non, Hachem, s'il te plaît, pas ça. Non, Hachem, que mon mari m'aime. Non, fais que ceci, fais que cela, fais que ça. Mais là, Léa, par un retournement incroyable, elle va inventer une nouvelle forme de tefila. C'est quoi? Merci, Hachem, que tu m'as donné. Merci Hachem, moi je t'avais demandé. Et regarde, j'ai vu les fruits de mes tfilotes. J'ai vu le fruit de mes efforts. Apa'am Odé et Hachem. Elle ne se contente pas que de demander, mais elle va invoquer le remerciement. Et le Midrash nous dit que jusqu'à présent, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a personne qui avait su dire merci comme Léa a su dire merci. On continue dans les naissances. Parce que vous comprenez ce que ça symbolise. Elle est en train vraiment de transformer ce couple. Le 5e, c'est qui? Il s'agit de Issachar. Alors Issachar, il a une histoire très particulière. Est-ce que vous savez comment il a été conçu, Issachar? Il a été conçu une nuit très très spéciale. Une nuit où en fait, Léa avait négocié que Yaakov dorme avec elle. C'était pas prévu au programme, mais elle a négocié ça avec sa soeur. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vatetse Léa likrato.
elle va aller chercher Jacob et elle va lui dire, c'est à mes côtés que tu dormiras cette nuit. Ça veut dire, là, elle est vraiment proactive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si une femme dit, bah, j'ai été chercher mon mari au travail. Je voulais passer du temps avec lui. Elle va susciter du temps avec lui. Et là, elle va susciter vraiment une union. Et de là va naître Issachar. Pourquoi on l'appelle Issachar? Regardez comme c'est beau. Yesh Sachar. Tu vois, il y a une récompense. Tu vois, ça marche. Je suis en train d'y arriver. Je vois les fruits de tous les efforts que je suis en train d'entreprendre. Et le dernier, le 6e, alors il est phénoménal. Mais alors il est phénoménal. C'est-à-dire que vraiment, j'ai relu le Rashi, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle dise ça. Il s'appelle comment? Zevouloun. Et Zevouloun, ça veut dire quoi? Ça veut dire un don précieux. Alors moi je me suis dit, bah alors c'est Zevouloun, c'est un don précieux. Non, non, non. Le Seigneur m'a destiné moi comme un don précieux pour mon mari. Je suis un don précieux. Je suis la chance de la vie de Jacob. Elle est forte. Elle est très, 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 très forte cette Léa. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une championne? Maintenant, on regarde Rachel. Rachel, c'est un tout autre personnage. Rachel, c'est une autre histoire. L'histoire de son mariage, d'abord, ça commence comment? C'est que, comme je vous ai dit, elle était destinée à se marier avec Jacob, sauf que quelques minutes avant sa roupa, son fourbe de père, Lavan, dit à Rachel, excuse-moi, tu peux enlever ta robe s'il te plaît? C'est ta soeur qui va la mettre. C'est elle qui va passer sous la roupa. Rachel, elle est étonnée ou pas? Pas du tout. Elle n'est pas du tout étonnée parce qu'elle sait que son père c'est un fourbe, un tordu, un arnaqueur. Et donc, elle avait prévu en avance. Elle avait dit à Jacob, tu sais, mon père il est louche. Peut-être qu'il va vouloir m'intervertir avec ma soeur sous la roupa. Et Jacob, mais attends, tu délires quand même, ça va pas. Fais-moi confiance. Alors regarde, quand je vais arriver sous la roupa, on apprend de là que la tradition, en tout cas à l'époque, c'était que la femme ait un voile opaque. Quand je vais arriver sous la roupa, demande-moi c'est quoi le signe. Et moi, je te dirai, je te répondrai. Je te répondrai c'est quoi le signe. Et ils se mettent d'accord sur un signe. D'accord? Sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à Rachel, il y a une chose qu'elle n'avait pas prévue. Elle avait prévu le coup pour son père. Il y avait une chose qu'elle n'avait pas prévue. À l'époque, les mariages se faisaient dans le cadre familial. C'était le père, la mère, et le mari et la mariée. C'est tout. Et les frères et sœurs. C'est tout. Lavan, il a inventé le mariage juif. Il a invité toute la ville au mariage. Et donc Rachel, elle se dit, mais c'est pas grave. Léa, elle va aller sous la roupa à ma place. Elle lui donne sa robe. Et elle se dit, mais quand elle va y aller, elle va marcher. Et ben, il va lui demander le code. Et elle va pas savoir quoi lui répondre. Et donc finalement, le subterfuge le poteau rose va être découvert. Et ça va être moi qui va passer à sa place. Mais sauf qu'elle entend du bruit. Elle entend des gens qui sont là, qui font des photos de leur roupa. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre le rideau, elle voit que tout le monde est invité. Et là, elle se dit, mais attends, c'est plus du tout la même histoire. Parce qu'en fait, si ça se passe comme ça, ma soeur, elle va se taper la honte de sa vie. La chouma, pas possible. Ça va être la risée de toute la ville. Mais attends, elle risque même de tellement la riser de tout le monde qu'elle va peut-être finir vieille fille. Tout le monde va se moquer d'elle. Et ça, Rachel, elle ne peut pas supporter. Et tout d'un coup, elle dit, regarde, ma soeur, viens, je te donne ma robe, mais si le khatan, il te demande quelque chose sur la roupa, voilà ce qu'il faut répondre. Imasra et simanim, elle lui a donné les simanim. C'est quoi que Rachel, elle n'a pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. C'est qu'en fait, Rachel, elle ne voit pas le réel tel qu'il est. Rachel, elle ne voit les choses qu'en mode spirituel. En une fraction de seconde, elle voit sa sœur qui risque d'avoir une humiliation irrattrapable. Et là, elle se dit, non, c'est pas possible. C'est quand je peux pas la laisser comme ça. Et là, en une fraction de seconde, elle va tout lui céder
pour ne pas qu'elle ait une humiliation. Elle se dit c'est pas possible. Forcément c'est comme ça qu'Hachem l'a voulu. C'est impossible de la laisser dans cette situation. Et c'est pour ça qu'elle a pris cette décision de façon si rapide. Je n'ai pas dit de façon facile, mais de façon si rapide. Parce que Rachel, elle ne voit pas le réel. Elle voit le dilemme spirituel qui se cache derrière chaque situation. Et à la fin, elle dit bon, Mina Shamaim. Mina Shamaim, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je passerai sous la roupa aussi, à mon moment. Kacha Elokim Rotse. C'est comme ça qu'Hachem le voulait. Vous avez vu que ça n'a rien à voir avec Léa. Rachel, elle accepte la situation. Et nous dit le Rav Pinkus quelque chose de sublime. C'est quoi qu'elle n'a pas dû, Rachel? Elle ne voit pas. Elle ne voit pas combien elle est grande. Rachel, elle est dans la simplicité. Elle vit avec Hachem. Elle vit avec le Retzon Hachem. Ah, Hachem l'a voulu comme ça. Hachem l'a voulu que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis petite. Je suis pas dans les comptes d'Hachem. Mais tu vois pas la grandeur de ta simplicité. Tu vois pas à quel point tu es une sadika. Mais tu ne te rends pas compte. Maintenant, elle voit pas. C'est ça la grandeur de Rachel. C'est la grandeur de la simplicité. Et nous aussi, on est comme ça. Combien on se sous-estime. Bon, d'accord, je vais aller à un cours de Torah. Tu vas aller à un cours de Torah. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu te rends compte que le monde entier repose sur le Limouda Torah, que le monde entier repose sur ce moment qu'on est en train de faire là, vous et moi? Vous vous rendez compte, c'est quoi la puissance d'un cours de Torah? Oh, j'ai fait une bracha, chez Agon, il y a Mitzvah. T'as fait une bracha, mais tu sais c'est quoi bracha? Tu sais c'est quoi une bracha? Bracha, ça vient du mot berer. Berer, c'est le genou. Le genou, c'est ce qui fait le lien entre la partie inférieure du corps et la partie supérieure du corps. Quand je bois et que je fais une bracha, je fais un lien entre le monde inférieur, le monde matériel et le monde spirituel. Je suis juste en train de créer de la kedusha sur terre. C'est pas magnifique? Exactement comme mon fils, il m'a posé une question trop drôle ce Shabbat. Il vient d'avoir 5 ans. Il me dit, maman, pourquoi Athem, il est le Meller de tout le monde? Il a volé la couronne de qui? De tout le monde? Mon amour. Alors je lui dis, regarde, Hachem, il est le Meller que grâce à toi, Hillel. Que quand toi tu fais une bracha. Que quand toi tu fais une tfila, que quand toi tu cèdes à un ami, que quand toi tu fais du chesed, alors là tu es en train toi de mettre la couronne sur Hachem. Il était content. Mais c'est à nous-mêmes on doit se dire ça. Ah, j'ai rendu service à quelqu'un. T'as fait du chesed. Le monde entier aussi repose sur le chesed. J'ai fait une mitzvah. Mais tu te rends pas compte, mitzvah ça vient du mot de sevet. T'es en équipe avec Hachem. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait au quotidien? Non, non, on est comme Rachel. On se rend plus compte. J'ai fait une tfila. T'as fait une tfila, mais tu te rends pas compte, cette tfila, elle a sauvé quelqu'un à l'autre bout du monde. Ben non, je me rends pas compte. On est comme des Rachel. On ne se rend pas compte de la grandeur de notre simplicité. Et donc, ça, c'est vraiment la perception et la définition de Rachel. Rachel, elle va te dire, non, la championne, c'est ma sœur, c'est Léa, elle c'est une battante, elle sait prier, elle sait prendre les choses en main. Non, non, moi, laisse tomber, je suis simple, j'accepte, je vis avec Hachem, tout est pour le bien. Elle vit dans la simplicité. Elle vit dans le fait de servir Hachem dans la simplicité et la sensibilité de son prochain et la bonté du cœur. Ça, c'est la définition de Rachel. Alors, vous pouvez vous demander, mais peut-être que Rachel, elle regrette ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle, ok, elle a cédé, ok, elle a donné sa robe, ok, elle a donné les simanim, mais qu'après, elle s'en est mordu les doigts. À aucun moment. C'est ça qui est encore plus fort. Il y a un moment très, on a envie de dire, choquant, où plus tard, lorsque, en fait, elles sont mariées toutes les deux avec Yaakov, où, en fait, Rachel va lui demander un service. À Léa. Que va répondre Léa? Une phrase un peu incisive, si ce n'est un peu, comment dire, audacieuse. Elle lui dit, alors elle lui demande ce service, elle lui dit, attends, n'est-ce pas assez, Léa, qui dit à Rachel, n'est-ce pas assez que tu te sois emparée de mon époux et tu veux encore que je te rende ce service? C'est hyper choquant. Qui a pris le mari de qui? Oh! Et Rachel, de nouveau, tu regardes les psukim,
Elle dit rien. Oshket, comme on dit en yiddish. Elle dit rien. Alors de là, on apprend quelque chose. Il nous explique le Rav Schwardom que la grandeur de Rachel, encore plus grande que ce qu'on peut imaginer, c'est que non seulement elle a cédé à sa sœur, mais qu'en plus de ça, elle lui a jamais fait comprendre qu'elle lui a rendu service. Bon, maintenant on se refait le film qu'on a expliqué. Elle va voir sa sœur et lui dit, regarde, si Jacob il te demande quelque chose, juste tu réponds le signe. Mais à aucun moment elle lui dit, tu sais en fait il y avait une histoire d'amour, tu sais c'est moi qui étais destinée à lui, tu sais que là je suis en train de te donner tout mon destin, que je suis en train de... Non. Elle lui dit juste, regarde, genre comme si c'était un détail technique. Au fait, s'il te demande ça... Et toute sa vie, ça a été comme ça. Ça veut dire qu'en fait, la grandeur de Rachel, c'est pas tant le soir de la Choupa, mais c'est qu'en fait, tout au long de sa vie, elle a été capable de garder de pas montrer à sa sœur qu'elle lui avait rendu le service de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais tu m'es pas redevable. C'est-à-dire qu'en fait, Léa, elle se sent même pas redevable vis-à-vis de sa sœur. Parce qu'en fait, elle lui a même jamais fait sentir ça. Elle aurait pu dire, écoute, excuse-moi, mais qui a pris le mérite de qui? Enfin, quand même, on était destinés, lui et moi, t'es passé sous la coupa. Quand même, tu peux me dire merci? Non, elle se tait. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est dans la soumission à la réalité. Et qu'est-ce qui lui donne cette force à Rachel? Qu'est-ce qui lui donne cette force à Rachel? Ben justement, c'est qu'en fait, Rachel, elle incarne la capacité à, ne pas attendre de résultat de ce que j'ai fait. Ne pas attendre qu'on me dise bravo. Ne pas attendre qu'on me dise merci grâce à toi. Rachel, la simple satisfaction d'avoir fait ce qu'elle avait à faire, parce que c'est ce qu'elle estime. Elle estime que c'était ça ce qu'elle avait à faire. Aucun dilemme. C'était ça ce qu'elle devait faire. Rien que la satisfaction d'avoir bien agi, ça la remplit tellement qu'elle n'a même pas besoin du merci de Léa. Tellement elle est construite. Tellement elle vit avec Hachem. Tellement elle vit sa réalité. Elle vit sa vie avec Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et elle-même, elle va le dire. Elle va lui dire, elle va le certifier. Je ne suis pas jalouse de ma soeur. Je ne suis pas jalouse de ma soeur. Je lui en veux pas. Je suis contente, la brio. C'est comme ça que ça devait se passer. Et tous les jours, c'est pas seulement sous la roupa, mais c'est tous les jours qu'elle va se répéter cette phrase. Et qu'est-ce qui lui donne la force de se répéter cette phrase? La satisfaction d'avoir agi comme il fallait. Comme elle l'entendait. C'est son GPS dans la vie. Son GPS, c'est t'as agi correctement, t'as fait ce que t'avais à faire, alors maintenant pourquoi tu te prends la tête? C'est-à-dire qu'en fait, si Léa, elle incarne le fait de ne rien lâcher, Rachel, elle incarne le lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, Rachel, elle va pas savoir prier comme sa sœur. Je vous ai dit, Léa, depuis le début, c'est une chose au niveau de la prière, elle s'arrête pas. Rachel, eh bien, elle va pas tomber enceinte tout de suite. Et c'est même pas écrit qu'elle prie. À un moment, elle va juste aller voir Jacob, elle va dire, je t'en prie, amène-moi des enfants, sinon je peux plus vivre. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Jacob? Il dit, mais est-ce que je suis à la place d'Hachem? Prie. Et elle va donner un premier enfant à travers sa servante qui s'appelle Naphtali. Naphtali, c'est les mêmes lettres que Tefila. C'est-à-dire que Rachel, elle va apprendre aussi de Léa. Elle va apprendre au niveau de cette fille-là. Elle va apprendre au niveau de cette prise en main. Arrête de rester les bras croisés, Rachel. Prends ton destin en main. Que ce soit par la tefila ou que ce soit par l'action. Ça veut dire qu'en fait, Léa, c'est quoi qu'elle a les yeux tristes? C'est pas qu'elle a les yeux tristes, Léa. Elle a les Enaim Rakot. Rakot, c'est quoi? Rare, c'est comme la pâte à modeler. C'est quelque chose que je peux modeler. Elle voit à travers le réel. Elle voit le réel. Hein. Je vous ai dit, elle n'est pas dans le déni. Elle est très capable, Léa, de constater l'état des faits. Mais elle est capable aussi, avec ses yeux, de modeler la réalité. C'est-à-dire, mais comment je peux transformer? Et elle y va. C'est ça, c'est Enaim Rakot. À force de tfilot, de larmes et d'action, elle transforme la réalité. Rachel,
Elle n'a pas Dieu. Ça veut dire quoi? Elle incarne cette capacité à fermer les yeux sur le réel. Non, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas toi qui te fâche contre moi. Il y a Hachem qui veut que j'entende ces paroles que tu profères sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux dimensions qui sont tellement différentes, mais qui se complètent. Et d'ailleurs, on a un résultat incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure que Léa, elle s'est autoproclamée, elle a dit « Yesh Sachar » quand elle a eu son fils. « Yesh Sachar », tu vois, ça marche. Rachel, elle va l'avoir aussi. Elle va avoir la même phrase, « Yesh Sachar ». Quand est-ce qu'elle va l'avoir? C'est Hachem qui va lui dire. Quand elle va pleurer sur l'exil. Alors Hachem va lui dire « Yesh Sachar l'épée ou la terre ». Toi aussi, tu as un Sachar. Toi aussi, ça donne des résultats ce que tu fais. Pas forcément immédiat, comme les uns, mais toi, tout le fruit de ta Messirut Nefesh, de ton abnégation et du fait que tu vis ta réalité avec moi, tout ça, ça porte ses fruits. D'accord? Et donc, on va pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, excusez-moi, Enaim Rakot, nous dit le Midrash, quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, ne lis pas Rakot, mais regarde, quand tu changes les lettres, ça fait quoi? Ça fait Vav, 6, et Keter, les 6 couronnes. Les 1, ce sont ses yeux, c'est son regard transformateur qui lui a permis d'enfanter ses 6 enfants, qui seront les 6 couronnes du Ham Israël. C'est la force de Léa. Alors Léa, comme je le dis, c'est une battante et elle lâche rien. Et Rachel, c'est celle qui accepte, qui se soumet et qui est dans le lâcher prise. En vérité, comme je vous ai dit, ces deux forces, elles sont complémentaires. Puisqu'en fait, c'est deux forces qui sont nécessaires pour réussir et pour construire tout projet. Pas seulement le Ham Israël, mais tout projet. On a besoin de ces deux forces qui sont Sheifa, les ambitions, et Achna. En vérité, la question qu'il faut se poser n'est pas combattre ou accepter, mais accepter de combattre. Ça veut dire que la vie est un combat. La vie est un combat. Il faut y aller, il faut transformer. Il ne faut pas rester les bras croisés. Mais mon acceptation, elle va se situer dans le fait d'accepter ce pourquoi je combats. Je pourrais me dire, non mais attends, je préférais avoir le combat de l'autre, celle qui, plutôt que moi qui galère avec mon découvert et qui galère de mois en mois, j'aimerais bien avoir le combat de celle qui est très riche et qui se demande comment ne pas tomber dans la superficialité ou le matérialisme par exemple. Je préférerais ce combat-là. C'est ton combat et tu dois l'accepter. Mais tu dois prendre les armes. Vous voyez la subtilité? Et en vérité, c'est une grande question à se poser quand on sent qu'à un moment on doit lâcher. Quand on sent qu'on doit lâcher, on doit se lâcher ce boulot, on doit lâcher cette relation, on doit lâcher... Ça fonctionne pas. La question à se poser avant de lâcher, c'est la suivante. Est-ce que tu as tout fait pour y arriver? Si tu as tout fait pour y arriver, alors Rachel, elle va te dire, ma chérie, c'est Mina Shamaim, tu pouvais pas, regarde, t'as tout fait. Kacha Elokim Rolse. C'est comme ça qu'Hachem voulait. Mina Shamaim, qu'est-ce que je te dis? Akol et Tova. Mais avant, tu dois te poser la question. Attends, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai été une Léa? Est-ce que j'ai battu? Je me suis combattue assez? Est-ce que j'ai tout fait pour? T'as été une Léa? Si à la fin tu dis, écoute, je jette l'éponge parce que je vois que ça marche pas et j'ai tout fait pour y arriver. J'ai été une Léa. À ce moment-là, t'es une Rachel. Et tu dis, écoute, Mina Shamaim, c'est comme ça que ça devait se passer. Et donc, on va terminer sur ça. C'est que tout l'enjeu, justement, c'est de ne pas attendre que le combat soit victorieux pour être heureux. Puisque la vie est un combat. Donc forcément, si tu cours après à chaque fois en te disant, bon, bah, quand tu auras cette réussite, je serai heureuse, un combat se termine, un nouveau commence. Et donc, tu dois faire comme Léa. C'est quoi le secret de Léa? Elle est capable de tirer satisfaction de toutes les fois où elle a essayé. De toutes les fois elle a combattu. Elle n'a pas forcément réussi. Mais de chaque essai. Chaque essai, elle était contente. J'ai essayé, moi j'ai fait ma part, je suis fière de moi. Yesh Sachar.
Après, tu vas arriver à Zevouloun. Je suis en Dompré, c'est le top de la réussite. Mais entre-temps, Yesh Sachar, ça marche. Ça marche, je suis en train de créer quelque chose. Et au milieu, tu remercies, comme Yehuda. Merci Hachem. J'ai vu un petit changement. Mon mari m'a regardé un peu comme ça. Au boulot, on m'a donné des responsabilités. Avec mon ami, je sens qu'on a réussi à recoller les liens. Merci Hachem. Merci de me faire réussir ce que j'entreprends. Yehuda, Oda'a, Apam, Odet Hachem. Et regardez comment c'est absolument nécessaire ces deux choses-là, même dans, je vous ai dit, dans toute l'édification du peuple juif, mais dans toute l'édification de tous nos projets. Regardez quand on prie. Regardez comme c'est extraordinaire. Quand on prie, on a deux parties dans la tefila qui sont hyper importantes. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps de faire toute la prière, il y a au moins deux moments très importants qu'il ne faut surtout pas rater. C'est quoi? C'est le schéma Israël et c'est la Hamida. Et ça correspond à Rachel et à Léa. Schéma Israël, je ferme les yeux. Comme Rachel, elle n'a pas Dieu. Et je dis Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Même si je ne comprends pas, écoute, Hachem il est un. Et moi je ne suis pas dans ses plans, je suis toute petite et je me soumets. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux. Et après, je me lève, je suis debout comme une soldate. Je prends les armes et je dis, ok, maintenant que j'ai dit que je me soumettais à Hachem, je vais te demander des choses. Et je veux que tu changes ça, et je veux que tu changes ça, et je veux que tu changes ça, et je veux que tu changes ça. Et là, tu as les yeux ouverts. Les yeux ouverts sur quoi? Absolument sur ton sidour, où tu vois en fait tout ce que tu es en train de demander. Tu es en train de voir tous tes rêves. Tu es comme Léa là, tu as les yeux qui sont en mode comment modeler la réalité. Et tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes. C'est comme notre semaine aussi. Toute la semaine, on a 6 jours où on est des Léa. Lève-toi le matin, va au boulot, passe à l'action, les embouteillages, les trucs. C'est une guerre atomique. Arrive le Shabbat. Et là, tu te dis, Oneg Shabbat. C'est quoi le Oneg? Profiter de l'instant présent. Profite de ce que tu as. Ok, t'as pas pu préparer tout ce que tu voulais à manger. Il y aura ce qu'il y aura. C'est pour ça qu'on dit Ashream chez Kachalo. Regarde, comme il est heureux, le peuple qui sait dire Kacha. Kachazé. Kacha le Kim Rotse. C'est comme ça qu'on peut passer le Shabbat. Ah, la lumière elle s'est éteinte. Écoute, on va faire une ambiance lounge. On va rigoler. C'est beaucoup de lâcher prise. Donc, comme je vous ai dit, en vérité, Rachel et Léa, elles nous invitent vraiment dans toute construction de projet, à la fois de s'inspirer de l'une, à la fois de s'inspirer de l'autre. Et en vérité, je ne sais pas si c'est comme moi, mais en préparant le cours, je me suis dit, je ne suis pas forcément une 100% Léa, je ne suis pas forcément 100% une Rachel, mais dans certains domaines, je me sens hyper Rachel. Dans certains domaines, je me sens hyper Léa. Et en vérité, tu vois comment elles, l'une et l'autre, elles ont été solidaires comme pour dire, j'ai à apprendre de toi et tu as à apprendre de moi. Ça veut dire que dans un domaine où tu es très Léa, apprends à lâcher prise un peu, à dire oh, c'est comme ça. Dans un domaine où tu es très Rachel, vas-y, ne reste pas les bras croisés, passe à l'action. D'accord? Donc c'est ça en fait ce que ces deux sœurs, elles nous invitent à créer. Et en fait, comme je vous ai dit, n'oubliez pas que ces deux sœurs, elles ont été tout au long de leur vie, alors qu'elles avaient 1001 raisons d'être rivales ou d'être jalouses, eh bien elles ont été complices et elles ont su se réjouir du bonheur l'une de l'autre. Elles ont su aussi prier l'une pour l'autre, puisque Léa qui vous ai dit, elle avait une arme monumentale, c'était la prière, eh bien elle a utilisé son arme, elle a prié de toutes ses forces pour que Rachel ait l'enfant d'un garçon. Ça veut dire qu'en fait les deux ne se sont jamais lâchés. Et comme pour nous dire que même dans notre état d'esprit, ces deux états d'esprit qui sont Arna'a et Sheifa, qui sont l'acceptation et le fait de vouloir relever les défis, eh bien aussi elles doivent toujours s'agencer. Et Bezrat Hashem, comme on a vu dans tout le Sefer Bereshit, on n'a pas encore terminé, tout le Sefer Bereshit, c'est beaucoup de rivalité et beaucoup de frères qui ne s'entendent pas. La semaine dernière, on a vu Esav avec avec Yaakov, on a vu aussi entre Yitzhak et Ishmaël, c'est beaucoup de rivalité. Et puis après, ça va être entre les enfants de Yaakov. Et puis au milieu de ça, on a deux sœurs, deux stars, deux championnes qui sont capables, alors que tout aurait pu les opposer, à créer une grande solidarité, une grande fraternité. Que Bezrat Hashem,
on soit capable nous aussi de se serrer le coude, de se soutenir, et Bezrat Hashem comme ça. On construira des mondes tout ensemble, Bezrat Hashem. Merci.